Dans les archives oubliées du ministère colonial britannique, un seul document témoigne de l'existence d'Alexander Croft. Un rapport daté de mai 1847, marqué « confidentiel », puis rayé, puis brûlé partiellement. Ce qui reste lisible fait froid dans le dos. Les combats doivent cesser immédiatement. Le nombre de morts dépasse l'acceptable. Croft refuse d'obéir. Mais qui était cet homme? Et pourquoi l'Empire a-t-il tout fait pour effacer son nom de l'histoire? Avant de plonger dans cette histoire terrifiante, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Cela m'aide énormément à continuer à vous raconter ces histoires, oubliées par l'histoire officielle. L'année 1839 marque un tournant dans l'histoire coloniale britannique en Afrique de l'Ouest. Alors que la traite des esclaves vient d'être officiellement abolie par le Parlement de Londres en 1833, les comptoirs commerciaux le long de la côte guinéenne continuent leurs activités dans une zone grise morale et juridique. L'abolition sur le papier ne signifie pas l'abolition dans les faits. Les fortunes bâties sur des décennies de commerce humain cherchent de nouvelles sources de profit, explorant des territoires où la loi britannique reste théorique et son application quasi inexistante. C'est dans ce contexte trouble qu'Alexander Croft, fils cadet d'une famille de marchands de Bristol, débarque dans la région que les Européens appellent alors la Côte de l'Or. Le navire qui l'amène, le Southampton Merchant, accoste dans un port côtier en juillet 1839, après 6 semaines d'une traversée éprouvante. Croft descend sur le quai avec une seule malle contenant ses possessions terrestres, quelques vêtements, des livres de comptabilité et une lettre de recommandation signée par son frère aîné, Thomas, qui possède des parts dans la Compagnie royale d'Afrique. Croft n'a que 28 ans, mais son regard est déjà celui d'un homme qui a tout vu. Après avoir dilapidé sa part d'héritage dans les salons de jeux londoniens, accumulant des dettes auprès de créanciers de plus en plus dangereux, il a fui l'Angleterre pour échapper non seulement à la ruine financière, mais aussi à la honte sociale. Sa famille, respectable et pieuse, l'a renié publiquement. Son propre père a déclaré dans une lettre glaciale « Tu n'es plus mon fils ». Que Dieu ait pitié de ton âme. L'Afrique représente pour Croft une dernière chance de fortune, loin des regards moralisateurs de la société victorienne et de ses propres échecs. Il arrive avec quelques lettres de recommandation, obtenues grâce aux relations commerciales de son frère qui, malgré le mépris familial, a eu la charité de lui offrir cette ultime opportunité. Croft s'installe dans un comptoir commercial géré par la Compagnie royale d'Afrique, situé à environ 15 km à l'intérieur des terres, accessible par une piste cahoteuse qui serpente à travers la forêt dense. Le comptoir se trouve sur les rives d'un fleuve dont le cours serpente entre des collines couvertes de végétation tropicale. L'endroit s'appelle Fort Wellington, un nom pompeux pour désigner une palissade de bois entourant quelques bâtiments délabrés. Un entrepôt principal où s'entassent des marchandises diverses, une résidence pour les Européens avec une véranda à affaisser, des baraquements pour les employés locaux et les interprètes, et une petite forge où un forgeron répare les outils. La chaleur y est écrasante, atteignant régulièrement 40 degrés à l'ombre. L'humidité permanente fait pourrir le bois, moisir les vêtements, et la fièvre emporte régulièrement les nouveaux arrivants. Sur les 12 Européens arrivés l'année précédente, seulement 4 sont encore en vie. Croft est nommé assistant du directeur du comptoir, un certain Edmund Harrington, un homme dans la cinquantaine, au teint jaunâtre et aux mains tremblantes. Harrington a passé 17 ans en Afrique, survivant à 3 épidémies de fièvre jaune et à 2 révoltes locales. Le climat l'a détruit. Il boit du rhum depuis le matin, prétendant que l'alcool tue les miasmes, et délègue la plupart de ses responsabilités à quiconque accepte de les prendre. Ses yeux, autrefois vifs selon les anciens employés, sont maintenant ternes et injectés de sang. Il passe ses journées sur la véranda, regardant le fleuve couler, marmonnant des phrases incohérentes. En quelques semaines, Croft comprend que le commerce officiel de l'ivoire, de l'huile de palme et des tissus ne rapporte presque rien. Les registres qu'il consulte montrent des profits dérisoires, à peine suffisants pour couvrir les frais de fonctionnement du comptoir.
Les véritables profits se font dans l'ombre, à travers des transactions que personne ne consigne dans les registres officiels envoyés à Londres. Harrington, dans ses rares moments de lucidité, explique à Croft que tout le monde prend sa part et que les règles de Londres ne s'appliquent pas ici. Mais Croft observe quelque chose d'autre pendant ces premières semaines. Quelque chose qui va devenir son obsession et sa damnation. Un soir de septembre 1839, Croft assiste par hasard à une scène qui le fascine et le trouble à la fois. Depuis la véranda de la résidence, alors qu'il révise des colonnes de chiffres à la lumière d'une lampe à huile, il entend des cris venant de la clairière située derrière l'entrepôt. Ce ne sont pas des cris de détresse ou de danger, mais des hurlements d'excitation, d'encouragement. Intrigué, il pose sa plume et s'approche discrètement, suivant le bruit à travers l'obscurité tropicale. Il découvre un cercle d'hommes, environ 50 personnes, certains Européens employés du comptoir, d'autres guerriers locaux des villages environnants, tous concentrés sur deux hommes qui se battent au centre. Des torches plantées dans le sol illuminent la scène d'une lumière dansante et inquiétante. Ce n'est pas une simple bagarre de taverne. C'est un combat organisé, brutal, sans règles apparentes. Les deux adversaires, torse nus, leur corps luisant de sueur dans la lumière des torches, se frappent avec une violence sauvage. Croft voit les muscles se contracter sous la peau, les coups résonner avec un bruit sourd de chair contre chair. Le sang coule sur le sol poussiéreux, formant des taches sombres. Autour d'eux, les spectateurs crient, encouragent, gesticulent. Mais surtout, Croft remarque l'argent. Des pièces d'or qui changent de main, des billets froissés qui passent d'une paume à l'autre, des marchandises qui servent de mise, des bouteilles de rhum, des couteaux, même des fusils. Le combat dure près de 20 minutes avant que l'un des hommes ne s'effondre, le visage tuméfié, un œil complètement fermé, incapable de se relever malgré les encouragements désespérés de ceux qui ont parié sur lui. Le vainqueur, un guerrier d'une tribu voisine, lève les bras en signe de victoire pendant que la foule hurle son nom. Kwame. Certains spectateurs l'acclament avec une ferveur presque religieuse, d'autres maudissent leur mauvaise fortune, jetant leur chapeau par terre de frustration. Croft observe que le perdant est traîné hors du cercle par ses compagnons, laissant une trace de sang dans la poussière. Personne ne semble s'inquiéter outre mesure de ses blessures. C'est normal apparemment. Accepté. Harrington remarque la présence de Croft et lui fait signe d'approcher. Le directeur sourit, les yeux brillants d'une excitation malsaine qui contraste avec sa léthargie habituelle. C'est la première fois que Croft le voit vraiment animé. « Vous n'aviez jamais vu ça, n'est-ce pas, Croft ?» dit-il en se penchant vers lui, son haleine empestant le rhum. « C'est notre petit divertissement ici. On appelle ça les combats du fleuve. Ça existe depuis des années, bien avant mon arrivée. Les hommes ont besoin de se défouler, vous comprenez ? 6 mois dans cet enfer sans voir une femme blanche, sans rien d'autre que la chaleur et les moustiques. Et nous avons besoin de quelque chose pour rompre la monotonie de cet enfer vert. Sinon, on devient fou. Comme Henderson. Henderson ? Demande Croft. Mon prédécesseur. On l'a retrouvé un matin pendu dans sa chambre. Il ne supportait plus l'ennui. Croft regarde le perdant qu'on transporte maintenant vers les baraquements. L'homme saigne abondamment d'une plaie au-dessus de l'œil. Sa lèvre est fendue et il marche avec difficulté. « C'est légal ?» demande Croft, sachant déjà la réponse. Harrington éclate de rire, un rire qui se transforme en quinte de tout. « Légal ? Mon cher garçon, nous sommes à 15 kilomètres de la côte, au milieu de nulle part. Il faut 3 jours pour atteindre le fort britannique le plus proche. Qui se soucie de ce qui est légal ? Tant que les marchandises partent à temps et que les rapports envoyés à Londres sont propres et montrent des profits acceptables, personne ne pose de questions. L'Empire se soucie de ses dividendes, pas de nos divertissements. Cette nuit-là, Croft ne dort pas. Allongé sous sa moustiquaire, écoutant les bruits de la forêt nocturne, il pense aux cris, au sang, à l'excitation primitive qu'il a ressentie en regardant ces hommes se détruire mutuellement. Il pense aussi à l'argent qui a circulé. Beaucoup d'argent, plus qu'il n'en a vu depuis des mois. Et une idée commence à germer dans son esprit,
Une idée sombre et séduisante. Au cours des semaines suivantes, Croft assiste à plusieurs autres combats. Il commence à comprendre les règles non écrites qui régissent ces affrontements. Les combats sont organisés tous les samedis soirs, à 20 heures précises. N'importe qui peut participer, qu'il soit européen ou africain, employé du comptoir ou guerrier d'un village voisin. N'importe qui peut parier. Il n'y a aucune limite à la violence autorisée. Les seules armes interdites sont les lames et les armes à feu. Tout le reste est permis. Certains combats se terminent par des abandons quand un combattant lève la main en signe de reddition. D'autres par des knock-outs brutaux. Personne n'est encore mort, mais Croft sent que ce n'est qu'une question de temps avant que la violence n'escalade au-delà du point de non-retour. Il observe aussi Kwame, le champion invaincu. L'homme doit avoir environ 25 ans. Une musculature impressionnante, sculptée par des années de travail physique et de combat. Des cicatrices anciennes marquent son torse et ses bras, témoignage de batailles passées. Il combat avec une efficacité redoutable, sans émotion visible, analysant son adversaire avant de frapper avec précision. Après chaque victoire, il reçoit une petite somme d'argent, rarement plus de quelques shillings, et retourne silencieusement vers son village, sans célébrer, sans se vanter. Croft commence à parier. Prudemment d'abord, misant de petites sommes qu'il peut se permettre de perdre. Puis, voyant que Kwame gagne systématiquement, il augmente ses mises. En quelques mois, il reconstitue une partie de sa fortune perdue à Londres. Chaque samedi soir, il gagne. L'argent s'accumule dans une cassette qu'il cache sous le plancher de sa chambre. Mais l'argent n'est pas suffisant. Ce n'est jamais suffisant pour un homme comme Croft. Une idée plus grande germe dans son esprit, une vision qui va transformer ses combats informels en quelque chose de beaucoup plus sombre, plus organisé, plus profitable. En février 1840, Edmund Harrington meurt de la fièvre jaune. Croft le trouve un matin sur la véranda, le corps raidi, les yeux vitreux fixant le fleuve qu'il a tant regardé. Sa disparition ne surprend personne au comptoir. Plusieurs employés commentent qu'il a duré plus longtemps que prévu. Son enterrement est expédié en quelques heures. Une tombe creusée à la hâte près de celle d'autres Européens morts avant lui. Une croix de bois plantée sans cérémonie. La Compagnie royale d'Afrique nomme provisoirement Alexander Croft comme nouveau directeur du comptoir, en attendant qu'un remplaçant permanent soit trouvé à Londres. Mais 1840 est une année compliquée pour l'Empire britannique. La première guerre de l'opium en Chine mobilise l'attention et les ressources. Les tensions croissantes en Inde nécessitent des renforts. L'Afghanistan devient un bourbier sanglant. Le comptoir de Fort Wellington, qui rapporte à peine quelques centaines de livres par an, est relégué au rang de préoccupation mineure, presque oublié. Les mois passent. Personne ne vient remplacer Croft. Les rapports qu'il envoie sont brefs, rassurants, montrant des profits stables. Londres ne pose pas de questions. Croft reste en poste. Avec ce nouveau pouvoir, Croft commence à transformer les combats du fleuve. Ce qui était un divertissement occasionnel devient une entreprise méthodiquement organisée. Il commence par établir des règles plus claires, des horaires fixes, un système de paris structuré. Il désigne des hommes de confiance pour collecter les mises, calculer les cotes, distribuer les gains. Il fait construire une arène rudimentaire mais fonctionnelle derrière l'entrepôt. Un cercle de terre, battu de 10 mètres de diamètre, délimité par des cordes tendues entre des poteaux, entouré de gradins en bois à 3 niveaux, assez grands pour accueillir une centaine de spectateurs confortablement. Il établit un calendrier régulier. Au lieu d'un seul combat le samedi soir, il y en a maintenant 2 par semaine, le mercredi et le samedi. Il fait passer le mot dans les villages environnants, envoyant des messagers annoncer les événements à venir. Les foules commencent à grossir. Des marchands de passage s'arrêtent pour assister au combat. Des guerriers de tribus lointaines viennent tester leur valeur. Plus important encore, Croft change la nature des combats eux-mêmes. Il ne se contente plus d'organiser passivement. Il commence à manipuler activement. Il commence à recruter des combattants dans les villages environnants, parfois jusqu'à 50 km de distance.
Il offre de l'argent sonnant et trébuchant, des marchandises précieuses, parfois même des armes. Il promet des récompenses importantes aux vainqueurs. 10 shillings pour une victoire, plus un pourcentage des paris. Pour des hommes qui vivent avec quelques pence par mois, c'est une fortune. Les guerriers les plus pauvres, ceux qui n'ont rien à perdre, ceux qui ont des familles à nourrir, acceptent. Bientôt, la reine attire des combattants de régions de plus en plus éloignées. Des hommes avec des réputations, des histoires de batailles gagnées, des cicatrices qui témoignent de leur courage. Chaque nouveau combattant représente une opportunité pour les paris, une nouvelle source d'excitation pour les spectateurs. Mais Croft ne se contente pas d'organiser. Il manipule, il orchestre et il crée des narratives. Il découvre que certains chefs de village ont des dettes envers le comptoir, accumulées sur des années de commerce déséquilibré. Il leur propose un arrangement pervers. Envoyer leurs meilleurs guerriers combattre dans l'arène et une partie de leur dette sera effacée. Pour chaque victoire, tant de shillings de dette annulés. Les chefs, coincés entre leur honneur et leur survie économique, acceptent. Ils envoient leurs fils, leurs neveux, leurs meilleurs hommes. D'autres fois, Croft utilise les rivalités ancestrales entre tribus. Il identifie les haines anciennes, les conflits territoriaux, les vengeances non assouvies. Il arrange des combats entre ennemis, sachant que ces affrontements attireront les foules des deux tribus, chacune pariant sur son champion. Il transforme des vengeances personnelles en spectacles sanglants, monétisant la haine. Les règles deviennent progressivement plus brutales. Les combats continuent maintenant jusqu'à ce qu'un adversaire ne puisse absolument plus se relever. Les abandons, autrefois acceptés, sont maintenant découragés. Croft instaure une pénalité pour ceux qui abandonnent. Ils perdent non seulement leur récompense potentielle, mais doivent rembourser une partie des paris perdus. Très vite, personne n'abandonne plus. On se bat jusqu'à l'inconscience. Croft introduit aussi des paris plus complexes, plus pervers. Non seulement on parie sur le vainqueur, mais aussi sur la durée du combat, sur la manière dont il se terminera, sur le nombre de fois qu'un combattant tombera avant la fin, sur quelle partie du corps sera la plus blessée. Il crée des cotes pour tout, transformant la souffrance humaine en une science mathématique du profit. Les profits explosent. En 6 mois, Croft gagne plus que le comptoir n'a rapporté en 5 ans de commerce d'ivoire. L'argent afflue de partout. Des marchands européens viennent de comptoirs voisins, parfois à plusieurs jours de voyage, uniquement pour assister au combat et parier. Des officiers de la marine britannique, en escale sur la côte pour des patrouilles anti-esclavagistes, montent jusqu'à Fort Wellington pour une soirée de divertissement. Même des chefs tribaux fortunés participent, misant l'équivalent de plusieurs années de récolte sur leurs propres guerriers. Croft tient des registres méticuleux de tous les combats, de tous les paris, de tous les profits. Il consigne tout dans des cahiers cachés, séparés des registres officiels du comptoir. Il envoie à Londres des rapports rassurants, montrant des profits modestes et réguliers du commerce de l'ivoire et de l'huile de palme, dissimulant soigneusement ses véritables activités. L'argent qu'il gagne, il le cache dans des coffres qu'il enterre sous sa résidence, enveloppés dans des toiles huilées pour les protéger de l'humidité. En 2 ans, il accumule plus de 2000 livres sterling, une fortune considérable. Pendant ce temps, Kwame continue de dominer l'arène. En 2 ans, de septembre 1839 à septembre 1841, il n'a perdu aucun combat. 24 victoires consécutives. Sa réputation grandit au-delà des frontières régionales. Certains le surnomment le Lion Noir, d'autres la mort silencieuse, d'autres encore l'invincible. Des guerriers viennent de centaines de kilomètres uniquement pour le défier et tenter de briser sa série. Mais personne ne réussit. Kwame les bat tous. Certains rapidement, en quelques minutes d'une violence explosive. D'autres après des combats longs et éprouvants qui durent plus d'1 heure. Mais le résultat est toujours le même. Kwame debout, son adversaire au sol. Les paris sur lui rapportent de moins en moins. Les cotes sont devenues tellement en sa faveur que parier sur Kwame ne vaut presque plus la peine. Pour gagner 10 livres, il faut en miser 50. Les spectateurs commencent à se lasser.
Ils viennent encore, mais l'excitation n'est plus la même. Le résultat semble toujours connu d'avance. Croft commence à voir Kwame non plus comme un atout, mais comme un problème. L'arène a besoin d'incertitude, de suspense, de la possibilité réelle d'une défaite. Kwame tue cette incertitude. Un soir d'avril 1842, après un combat particulièrement violent, où Kwame a brisé la mâchoire de son adversaire en moins de 5 minutes, laissant l'homme inconscient et crachant du sang, Croft convoque le champion dans son bureau. Kwame entre, impassible comme toujours, son corps encore luisant de sueur et taché du sang de son adversaire. « Assieds-toi », dit Croft en anglais, que Kwame comprend suffisamment après 2 ans d'exposition régulière. Kwame reste debout, croisant les bras. Croft soupire. « Tu es le meilleur », dit-il finalement. Personne ne peut le nier. 24 combats sans défaite. C'est remarquable. Mais voilà le problème. Les gens se lassent. Ils veulent de la surprise, de l'incertitude, du suspense. Tu gagnes trop facilement. Les paris sur toi ne rapportent plus rien. Les spectateurs commencent à venir moins nombreux. Kwame le regarde sans répondre. Son visage une statue de pierre qui ne trahit aucune émotion. « Je vais te proposer quelque chose », continue Croft, se levant de sa chaise et tournant autour de son bureau. « Un dernier combat. Un adversaire exceptionnel, le meilleur que je puisse trouver. Si tu gagnes, tu reçois 10 fois la somme habituelle. 100 shillings. Tu pourras partir, acheter des terres, des armes, des bœufs, ce que tu veux. Tu ne devras plus jamais combattre. Mais si tu perds... » « Je ne perds pas, » dit simplement Kwame, ses premiers mots de la conversation. Croft sourit, un sourire qui ne monte pas jusqu'à ses yeux. « Nous verrons. Tout le monde perd un jour. La seule question est quand. » Les semaines suivantes, Croft lance une recherche obsessionnelle qui va consommer toute son attention. Il envoie des émissaires dans toute la région, parfois jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres, avec une mission simple mais cruciale. Trouver le combattant le plus redoutable d'Afrique de l'Ouest. Quelqu'un capable non seulement de tenir tête à Kwame, mais de le vaincre. Il investit une partie considérable de ses profits dans cette quête. Chaque émissaire reçoit de l'argent pour les frais de voyage, des cadeaux pour faciliter les introductions auprès des chefs locaux et la promesse d'une récompense substantielle s'il ramène une information utile. Les rapports commencent à affluer. Des messagers reviennent avec des histoires de guerriers légendaires, chacun plus impressionnant que le précédent, selon les récits. On lui parle d'un guerrier du royaume Ashanti, au nord-ouest, qui aurait tué 12 hommes en combat singulier lors d'une bataille territoriale, ses ennemis tombant les uns après les autres devant sa lance et son bouclier. On mentionne un chasseur de lions de l'intérieur des terres qui affronte les fauves à main nue, étranglant les grands félins dans des combats qui durent parfois des heures, son corps couvert de cicatrices profondes laissées par les griffes. On évoque un ancien esclave devenu chef de guerre dans une rébellion réprimée. Un homme qui aurait survécu à 100 coups de fouet et qui se bat maintenant avec une rage qui terrifie ses adversaires. Croft étudie chaque cas méthodiquement. Il fait venir certains de ses guerriers pour des combats d'essai contre d'autres adversaires, observant leur technique, leur endurance, leur intelligence tactique. Certains sont impressionnants mais manquent de discipline. D'autres ont la technique, mais pas l'instinct tueur. D'autres encore sont trop vieux, trop lents, trop prévisibles. Aucun ne semble capable de battre Kwame. Puis, en juin 1842, après 3 mois de recherche infructueuse, un de ses émissaires revient avec une information qui électrise Croft. L'homme, un interprète nommé Samuel qui a voyagé pendant 6 semaines, raconte avoir entendu parler, dans une région montagneuse à l'est, près de la frontière, avec ce qui deviendra plus tard le Togo, d'un village isolé gouverné par un chef de guerre nommé Kofi. Ce Kofi, explique Samuel, les yeux brillants d'excitation, n'est pas simplement un guerrier. C'est une légende vivante dans toute la région. Les gens parlent de lui avec un mélange de respect et de terreur. Il doit avoir environ 40 ans maintenant, mais on dit qu'il peut encore se battre mieux que des hommes moitié plus jeunes que lui. « Raconte-moi », dit Croft en se penchant en avant. Samuel continue. « Kofi a participé à toutes les guerres tribales de la région depuis 20 ans. On dit qu'il n'a jamais été vaincu en combat singulier. Jamais.
Pas une seule fois. Dans les batailles, c'est lui qui mène les charges. Les guerriers ennemis le reconnaissent de loin à cause de ses cicatrices et fuient avant même qu'il ne les atteigne. Il a survécu à des blessures qui auraient tué n'importe qui d'autre. Une lance dans l'épaule, une flèche dans le ventre, un coup de machette qui lui a presque arraché le bras. Mais il est toujours là, plus fort qu'avant. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler ? Demande Croft. Parce que son village est très isolé, dans les montagnes. Ils évitent le contact avec les Européens. Ils se suffisent à eux-mêmes. Kofi ne descend jamais vers la côte. Mais j'ai parlé avec des hommes qui l'ont vu combattre. Ils disent que c'est terrifiant. Il ne montre aucune peur, aucune douleur. Il peut se battre pendant des heures, sans montrer de fatigue. Et il a une technique, une science du combat que la plupart des guerriers n'ont pas. Il analyse son adversaire, trouve les faiblesses, frappe au bon moment. Croft sent son cœur s'accélérer. C'est exactement ce qu'il cherche, un adversaire qui pourrait véritablement défier Kwame, créer l'incertitude que son arène désire désespérément. Où exactement se trouve ce village ? Demande Croft, à environ 250 km au nord-est. Le voyage prend 8 à 10 jours à travers la forêt et les collines. Le terrain est difficile, il faut des guides locaux. Croft ne réfléchit qu'un instant. Prépare une expédition. Nous partons dans 3 jours. Je veux rencontrer ce Kofi. Le voyage qui suit est éprouvant. Croft part avec une escorte de 6 hommes armés, 2 interprètes dont Samuel, et 4 porteurs chargés de marchandises destinés à servir de cadeaux et de monnaie d'échange. Ils avancent lentement à travers une végétation dense, traversent des rivières en crue, grimpent des collines escarpées. La chaleur est accablante, les moustiques incessants. 2 des porteurs tombent malades de fièvre et doivent être renvoyés. Un des gardes se tord la cheville et boite pendant le reste du voyage. Mais Croft persévère, obsédé par sa vision du combat ultime. Chaque soir, autour du feu de camp, il imagine la scène. Kwame contre Kofi, 2 titans s'affrontant devant une foule en délire, les paris atteignant des sommets jamais vus, lui-même empochant une fortune. Ils arrivent finalement au village de Kofi le 8e jour, en fin d'après-midi. Le village est construit sur un plateau rocheux, offrant une vue défensive sur les vallées environnantes, entouré de palissades de bois renforcés de terre. C'est une communauté d'environ 300 personnes, organisée, prospère selon les standards locaux. Des champs cultivés s'étendent autour du village. Des enfants jouent entre les cases. Des femmes pilent du grain. Tout semble normal, paisible. Mais Croft remarque aussi les détails. Des lances alignées près de chaque case, des boucliers accrochés au mur, des hommes qui les observent avec des regards méfiants et des mains jamais loin de leurs armes. C'est une communauté de guerriers, toujours prête. Kofi les reçoit dans une grande case au centre du village. C'est un homme imposant qui correspond exactement à la description de Samuel. Plus grand que Kwame d'au moins 10 cm, peut-être 1,95 m, avec une musculature impressionnante malgré son âge. Ses cheveux sont grisonnants, coupés courts. Ses yeux sont d'une intelligence redoutable, perçants, évaluant Croft dès l'instant où il entre. Mais ce sont les cicatrices qui fascinent Croft. Le corps de Kofi est une carte de toutes ses batailles. Des lignes blanches courent le long de ses bras, de son torse, de ses jambes. Une cicatrice particulièrement impressionnante traverse son épaule gauche, descendant jusqu'au milieu de sa poitrine, résultat d'un coup qui aurait dû être mortel. Une autre marque profonde sur son avant-bras droit témoigne d'un coup de machette paré de justesse. Malgré tout cela, Kofi se déplace avec la grâce d'un guerrier encore au sommet de sa forme, chaque geste contrôlé, économique, efficace. À travers l'interprète Samuel, Croft expose sa proposition. Il commence par des formules de politesse, des compliments sur le village, des cadeaux offerts, des tissus précieux, du rhum, du tabac. Puis, il entre dans le vif du sujet. « J'organise des combats », explique Croft. « Des combats entre les meilleurs guerriers de la région. Et j'ai entendu dire que tu es peut-être le meilleur de tous. » Kofi écoute sans réagir, son visage impassible.
Croft continue. J'ai un champion, un jeune homme nommé Kwame, 24 victoires consécutives, invaincu. Les gens commencent à penser qu'il ne peut pas être battu. Je cherche quelqu'un capable de prouver qu'ils ont tort. Et pourquoi devrais-je me battre pour toi, homme blanc? Demande Kofi finalement, sa voix grave et mesurée. C'est la question que Croft attendait. Il a préparé sa réponse pendant tout le voyage. En cas de victoire, tu recevras 50 fusils modernes, britanniques, pas les vieux mousquets rouillés que les marchands essaient habituellement de vendre. 1000 cartouches, 5 barils de poudre de qualité et suffisamment de marchandises pour enrichir ton village pendant des années. Des outils en métal, des tissus, du sel, du sucre, tout ce que tu veux. C'est une fortune. De quoi assurer la sécurité et la prospérité de ton peuple. Kofi réfléchit, ses doigts tapotant légèrement sur la coudoir de son siège. C'est beaucoup. Trop peut-être? Pourquoi? Parce que ce combat attirera des centaines de spectateurs. Les paris seront énormes. Je peux me permettre d'être généreux. Kofi hoche lentement la tête. Mais il y a une autre raison, n'est-ce pas? Tu ne cherches pas juste un adversaire pour ton champion. Tu cherches quelque chose de spécial. Croft sourit. L'homme est intelligent. Tu as raison. Je cherche un spectacle que personne n'oubliera jamais. Un combat qui entrera dans la légende. 2 champions invincibles, un seul vainqueur. C'est ce que je veux créer. Kofi se lève, marche vers l'entrée de la case, regarde son village. Parle-moi de ce Kwame. Quel genre de guerrier est-il? Croft décrit Kwame en détail. Son âge, sa taille, sa vitesse, sa technique, ses victoires. Il est honnête, ne cache rien. Il veut que Kofi comprenne exactement à quoi il fait face. Quand il finit, Kofi se retourne. Il a l'air redoutable. Mais il est jeune. La jeunesse a de la vitesse, mais pas la sagesse. Pas l'expérience de la douleur, de la fatigue, du désespoir. Les jeunes tombent quand les choses deviennent vraiment difficiles. Alors, tu acceptes? Kofi ne répond pas immédiatement. Il retourne s'asseoir, ferme les yeux, réfléchit pendant plusieurs longues minutes. Croft attend, retenant son souffle. Finalement, Kofi ouvre les yeux. J'accepte, mais je pose mes conditions. Le combat sera à mort. Pas d'abandon, pas d'arrêt quand l'un de nous tombe. Nous combattons jusqu'à ce que l'un de nous deux ne puisse absolument plus continuer. C'est la seule manière de déterminer qui est vraiment le meilleur. Croft sent un frisson le parcourir. C'est exactement ce qu'il voulait, peut-être même plus, mais il ne s'attendait pas à ce que Kofi le propose lui-même. Kwame devra accepter ses conditions, dit Croft prudemment. S'il refuse, c'est qu'il n'est pas un vrai guerrier, répond Kofi avec mépris. Dis-lui que Kofi l'attend. S'il a vraiment du courage, il viendra. Le retour à Fort Wellington semble interminable à Croft. Son esprit bouillonne constamment de plans, de calculs, de visions du spectacle qui va se dérouler. Il imagine déjà la foule immense, les paris astronomiques, la tension insoutenable. Ce combat dépassera tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Ce sera son chef-d'œuvre. De retour au comptoir, il convoque immédiatement Kwame et lui explique la situation. Kwame écoute sans broncher la description de Kofi, ses victoires passées, sa réputation de guerrier invincible, sa condition pour le combat. Il veut un combat à mort, dit finalement Croft, observant attentivement la réaction de Kwame. Pour la première fois depuis que Croft le connaît, depuis 2 ans de combat et de victoire, il voit une émotion passer brièvement sur le visage normalement impassible de Kwame. Pas de la peur, jamais de la peur. Quelque chose de plus profond, de plus sombre. Du respect, peut-être, ou de la reconnaissance face à un défi enfin digne de lui. Peut-être même, étrangement, du soulagement. Le soulagement de ne plus avoir à combattre des adversaires inférieurs, de finalement rencontrer un égal. « J'accepte », dit Kwame simplement, sans hésitation. « Tu comprends ce que ça signifie ?» insiste Croft. « L'un de vous deux va mourir. » Il n'y aura pas d'arrêt, pas de pitié. Kwame le regarde droit dans les yeux. Je comprends. Dis à Kofi que je l'attends aussi. Que le meilleur gagne. Croft annonce le combat pour le 15 août 1842, donnant exactement 6 semaines pour préparer l'événement.
Il envoie des messagers dans tous les comptoirs de la côte, jusqu'à Freetown, au nord, à plus de 400 km, et Accra, au sud, à 300 km. Il fait imprimer des affiches rudimentaires à Freetown, qu'il distribue dans tous les ports, tavernes, comptoirs commerciaux. Le message est simple mais redoutablement efficace. Le combat du siècle. Kwame l'invincible contre Kofi le légendaire, 2 champions, 24 victoires contre 20 ans sans défaite. Un seul survivant, Fort Wellington, 15 août, 16 heures. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre le long de la côte et dans l'intérieur des terres. Les commerçants en parlent dans les marchés, les marins en discutent dans les tavernes. Les guerriers tribaux évoquent l'événement autour des feux de camp. Certains sont sceptiques, pensant que c'est une exagération, une publicité mensongère. Mais d'autres, qui ont vu Kwame combattre ou qui connaissent la réputation de Kofi, comprennent que c'est réel. Les paris commencent des semaines avant le combat. Croft établit un système complexe de cotes qui évolue quotidiennement en fonction des mises reçues. Il embauche 2 comptables pour gérer l'afflux d'argent et tenir les registres. Initialement, Kwame est légèrement favori en raison de sa jeunesse, sa série de victoires récentes visibles et documentées, et le fait qu'il combat régulièrement. Les cotes sont de 3 contre 2 en sa faveur. Mais au fur et à mesure que des informations sur Kofi circulent, que des témoins de ses anciens combats arrivent et racontent ses exploits, que des marchands qui ont visité sa région confirment sa réputation, les cotes s'équilibrent progressivement. À 3 semaines du combat, elles sont presque à égalité. À 2 semaines, elles basculent légèrement en faveur de Kofi. L'expérience et la brutalité du vieux guerrier commencent à séduire les parieurs. Croft, lui, mise une somme considérable sur Kofi. 500 livres sterling, presque un quart de sa fortune accumulée. Il parie que l'expérience et l'endurance de Kofi l'emporteront sur la vitesse de Kwame dans un combat à mort. Mais il sait aussi que, peu importe qui gagne, il empochera une fortune grâce aux commissions sur tous les paris. Il fait construire des gradins supplémentaires autour de l'arène. L'anneau de spectateurs passe de 100 places à près de 300. Il engage 12 hommes armés pour assurer la sécurité, sachant que la présence de tant d'argent et de spectateurs excités, souvent ivres et émotionnellement investis, peut dégénérer en violence généralisée. Il fait installer 40 torches tout autour du cercle de combat pour que l'événement puisse se prolonger dans la nuit si le combat dure longtemps. Il organise aussi la logistique. Des entrepôts temporaires pour stocker l'alcool qui sera vendu, des latrines creusées à distance, des zones de campement pour ceux qui arrivent de loin, des cuisiniers engagés pour préparer de la nourriture. Fort Wellington se transforme en une sorte de foire morbide. 3 jours avant le combat, Kofi arrive à Fort Wellington avec une vingtaine de ses guerriers. Ils marchent en formation, disciplinés, leurs armes portées avec assurance. Les gens s'arrêtent pour les regarder passer, reconnaissant immédiatement Kofi d'après les descriptions qui circulent. Croft les installe dans des baraquements séparés, loin de Kwame et de ses supporters. Il veut éviter toute confrontation prématurée, toute violence qui pourrait compromettre l'événement. Les 2 champions ne doivent se rencontrer que dans l'arène, pas avant. L'atmosphère au comptoir devient électrique. Les premiers spectateurs commencent à arriver dès le 12 août, 3 jours avant le combat. Des marchands avec leurs marchandises, des guerriers avec leurs armes, des marins en permission, des aventuriers, des curieux, même quelques femmes européennes venues des comptoirs côtiers, ce qui est extraordinairement rare dans cette région. Les paris atteignent des sommes délirantes. Croft estime que plus de 3000 livres sterling sont en jeu, une fortune colossale pour l'époque. C'est plus que le budget annuel de plusieurs comptoirs réunis. Des hommes parient leurs économies de plusieurs années. Des chefs tribaux misent des troupeaux entiers de bétail. Un capitaine de navire parie même son cargo, tellement il est convaincu de la victoire de Kwame. La veille du combat, la population temporaire de Fort Wellington dépasse les 400 personnes. C'est le chaos organisé. Des bagarres éclatent sporadiquement entre supporters rivaux.
Les hommes de Croft doivent intervenir régulièrement pour séparer les belligérants. L'alcool coule à flot. L'air vibre d'une énergie malsaine, un mélange d'excitation et de violence contenue. Croft visite séparément les deux combattants. Il trouve Kwame assis seul dans sa case, torse nu, les yeux fermés, en méditation ou en prière. Le jeune guerrier ne lève même pas les yeux quand Croft entre. Son corps est parfaitement immobile, sa respiration lente et régulière. Il est déjà en train de se préparer mentalement, se retirant dans un espace intérieur où rien ne peut l'atteindre. « Demain, tu deviens une légende, ou tu meurs », dit Croft doucement. « Dans les deux cas, ton nom ne sera jamais oublié. On parlera de toi pendant des générations. » Kwame ne répond pas, ne bouge pas. C'est comme si Croft n'existait même pas. Croft quitte la case, légèrement troublé par cette indifférence absolue. Chez Kofi, l'ambiance est complètement différente. Le vieux chef de guerre est entouré de ces hommes qui chantent des chants de guerre traditionnels, leur voix grave résonnant dans la nuit. Kofi lui-même affûte méthodiquement une lance, même s'il ne l'utilisera pas dans le combat. C'est un rituel, comprend Croft, une manière de se connecter avec tous les combats passés, de puiser dans l'expérience accumulée. « Tu es prêt ?» demande Croft. Kofi continue d'affûter sa lance pendant un moment avant de répondre. « J'ai combattu des hommes qui voulaient détruire mon village, violer mes femmes, tuer mes enfants. J'ai affronté des guerriers possédés par la rage de la bataille, des hommes qui avaient déjà tué 10, 15 adversaires. Ce jeune Kwame, aussi talentueux soit-il, n'est qu'un danseur comparé à ce que j'ai affronté dans ma vie. » Oh non. Mais Croft, maintenant habitué à lire les hommes après des années d'observation, détecte quelque chose dans sa voix. Une nuance subtile. Du doute, peut-être? Ou de la vantardise pour masquer l'inquiétude? Kofi sait-il, au fond de lui, que ce combat sera différent de tous ceux qu'il a livrés? La nuit avant le combat, Croft ne dort pas une seconde. Il reste dans son bureau, éclairé par 3 lampes à huile, vérifiant et revérifiant ses registres de paris, comptant et recomptant l'argent accumulé, imaginant tous les scénarios possibles. Si Kofi gagne, Croft empochera près de 1000 livres sterling avec son propre pari, plus les commissions. Si Kwame gagne contre toute attente, les commissions seules lui rapporteront 7 à 800 livres. Dans tous les cas, c'est une fortune. De quoi quitter l'Afrique, retourner en Angleterre en homme riche, peut-être même racheter sa place dans la société qu'il a rejetée. Mais au-delà de l'argent, il y a autre chose, une excitation malsaine qu'il ne peut nommer. L'idée de ces deux hommes se détruisant mutuellement pour son divertissement et son profit le fascine d'une manière qui le trouble lui-même. À l'aube du 15 août, Fort Wellington ressemble à une foire grotesque. Des dizaines de spectateurs ont dormi sur place, installés dans des campements de fortune. D'autres continuent d'arriver tout au long de la matinée, venant parfois de très loin. Des marchands ambulants ont installé des stands pour vendre de la nourriture, des boissons, même des souvenirs. Des morceaux de tissu aux couleurs de Kwame ou de Kofi, des talismans censés porter chance. L'excitation est palpable, presque malsaine. Les conversations tournent exclusivement autour du combat à venir. Les paris continuent jusqu'à la dernière minute, l'argent changeant frénétiquement de main. Croft a décidé que le combat commencera à 16 heures précises, quand la chaleur du jour commence à décliner, mais qu'il reste encore plusieurs heures de lumière. Il veut que tout le monde puisse voir chaque instant clairement, chaque goutte de sueur, chaque goutte de sang. Si cela vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre soutien m'encourage à continuer ces recherches dans les archives oubliées de notre histoire. À 15 heures, Croft fait commencer à rassembler les spectateurs. Le processus est lent, chaotique. Les gens se bousculent pour obtenir les meilleures places. Les gradins se remplissent rapidement. Les derniers arrivants devant restaient debout à l'arrière. Croft compte environ 350 personnes, peut-être même 400, un mélange absolument chaotique d'Européens en costume colonial trempés de sueur, de marchands côtiers en tenues variées, de guerriers tribaux portant leurs armes et ornements traditionnels, de chefs locaux accompagnés de leurs conseillers. L'argent continue de circuler frénétiquement jusqu'à la dernière minute.
Les cotes finales se stabilisent à égalité presque parfaite. 50% pour chacun. Croft ferme officiellement les paris à 15h45, provoquant une vague de protestations de ceux qui voulaient miser encore. Ses comptables ont les mains pleines d'argent, les registres débordent de noms et de chiffres. À 15h50, Croft donne le signal. Un de ses hommes sonne une cloche, demandant le silence. La foule obéit lentement, les conversations s'éteignant progressivement. Kofi entre le premier dans l'arène, escorté par 4 de ses guerriers qui se retirent ensuite. Il porte seulement un pagne de combat traditionnel en tissu épais. Son corps massif est entièrement exposé, chaque cicatrice visible, une carte topographique de toutes ses batailles. Ses muscles, bien que marqués par l'âge et légèrement moins définis que dans sa jeunesse, sont encore impressionnants, durcis par 4 décennies de combat et de survie. Il lève les bras vers la foule, pivotant lentement pour que tous puissent le voir. La foule répond par un rugissement qui fait trembler les gradins. Puis Kwame apparaît, seul, marchant calmement vers le cercle. Plus jeune, plus lisse, comme une statue de bronze vivante animée par quelques dieux anciens. Pas une once de graisse sur son corps, uniquement du muscle fonctionnel sculpté par des années de travail et d'entraînement. Il ne salue pas la foule, ne lève pas les bras, ne montre aucune émotion. Il entre simplement dans le cercle délimité par les cordes et se place face à Kofi, à environ 5 mètres de distance. Pour la première fois, les 2 hommes se regardent vraiment, se jaugent du regard. La foule se tait progressivement, sentant l'intensité du moment. Même les plus ivres cessent leur bavardage. Croft monte sur une petite plateforme en bois, construite spécialement au bord de l'arène, surélevée pour que tous puissent le voir et l'entendre. Il lève les mains pour réclamer le silence complet. La foule obéit, le bruit diminuant, jusqu'à ce qu'on n'entende plus que le vent dans les arbres et les crépitements des torches déjà allumées, en prévision d'un combat long. « Messieurs !» crie Croft en anglais, sa voix portant dans l'air chaud de l'après-midi, tandis qu'un interprète à ses côtés traduit simultanément en plusieurs dialectes locaux. « Vous allez assister aujourd'hui à quelque chose d'absolument unique, quelque chose que vos enfants et les enfants de vos enfants raconteront encore. 2 guerriers invincibles. Kwame. 24 victoires, pas une seule défaite. Kofi. 20 ans de bataille, jamais vaincu en combat singulier. Un seul sortira vivant de ce cercle. Un frisson parcourt la foule. Même ceux qui connaissaient déjà les conditions du combat semblent soudainement réaliser pleinement la gravité de ce qui va se passer. Il n'y aura pas de pitié, pas d'arrêt, pas de cloche de sauvegarde. Il n'y a qu'une seule règle, continue Croft, sa voix montant. Le combat continue jusqu'à ce que l'un des 2 hommes ne puisse absolument plus continuer, jusqu'à la mort si nécessaire. C'est ce qu'ils ont tous les 2 accepté. C'est ce que vous allez tous témoigner. Il fait une pause, laissant ses paroles résonner. Que le meilleur gagne, conclut Croft. Il lève la maintient en l'air pendant 3 longues secondes, puis la laisse retomber brutalement. Le combat commence. Les 2 hommes ne se précipitent pas l'un sur l'autre comme le font souvent les combattants moins expérimentés. Au lieu de cela, ils commencent à tourner lentement, dans le sens des aiguilles d'une montre, s'évaluant mutuellement avec une patience de prédateur. Chacun cherche une ouverture, une faiblesse, un moment d'inattention. Leurs pieds soulèvent de petits nuages de poussière rouge. La foule retient collectivement son souffle. 30 secondes passent. 45. 1 minute complète sans qu'aucun coup ne soit porté. C'est Kofi qui attaque en premier. Un mouvement explosif, étonnamment rapide pour un homme de son âge et de sa masse. Son poing droit vise le visage de Kwame avec une force capable de briser un os. Mais Kwame, avec cette vitesse qui a fait sa réputation, esquive en inclinant simplement sa tête de quelques centimètres. Le poing de Kofi passe si près que Kwame sent le déplacement d'air sur sa joue. Kwame contre-attaque immédiatement, visant les côtes exposées du côté gauche de Kofi. Son poing s'enfonce dans les muscles intercostaux. Kofi absorbe le coup avec à peine un grognement, bloque le 2e coup de Kwame avec son avant-bras, et riposte avec un crochet du gauche.
Les deux hommes échangent une série de frappes rapides, testant les défenses de l'autre. Chaque coup est précis, économique, porteur d'une force considérable. Le son de la chair contre la chair résonne dans l'air chaud de l'après-midi. La foule commence à encourager, mais reste relativement silencieuse, fascinée par la technique affichée. Après environ 2 minutes de cet échange initial, ils se séparent, reprennent leur distance, recommencent à tourner lentement. Tous deux respirent un peu plus fort maintenant, évaluant mentalement ce qu'ils viennent d'apprendre. Kofi change de stratégie. Il comprend qu'il ne peut pas égaler la vitesse pure de Kwame. Il se fait plus agressif, utilisant sa masse et son expérience pour pousser Kwame vers le bord du cercle, cherchant à limiter son espace de mouvement. Ses coups deviennent plus lourds, destinés non pas à finir rapidement le combat, mais à épuiser progressivement son adversaire plus jeune. C'est une stratégie de marathon, pas de sprint. Kwame résiste, utilisant sa vitesse pour esquiver, se déplacer latéralement, contre-attaquer avec des frappes précises, visant les points vulnérables, le plexus solaire, les tempes, la gorge. Chacun de ces coups est calculé pour infliger un maximum de dommages avec un minimum d'effort. Le combat continue, minute après minute, 5 minutes, 10, 15. La foule est maintenant complètement captivée. Les encouragements montent et descendent au rythme des échanges. Chaque coup solide provoque des cris. Chaque esquive habile suscite des exclamations admiratives. À 20 minutes, les deux hommes commencent à montrer les premiers véritables signes de fatigue. Le sang coule d'une coupure au-dessus de l'œil gauche de Kwame, résultat d'un coup de coude de Kofi. Le sang coule dans son œil, l'aveuglant partiellement. Kofi respire beaucoup plus difficilement maintenant, son torse massif se soulevant rapidement. Une ecchymose sombre se forme sur ses côtes droites, là où Kwame a frappé à répétition. Mais aucun ne ralentit. Aucun ne recule. Il continue, implacable. À la 30e minute, Kofi réussit son premier coup véritablement dévastateur. Profitant d'une fraction de seconde où Kwame essuyait le sang de son œil, Kofi avance explosivement et son poing droit s'écrase contre la tempe de Kwame avec un bruit sourd, terrible, qui fait grimacer même les spectateurs les plus endurcis. Kwame trébuche, déséquilibré, tombe sur un genou. Sa tête pend, ses bras tombent mollement. La foule explose en cris assourdissants. Les partisans de Kofi hurlent de joie. Croft sent son cœur bondir dans sa poitrine. Kofi va gagner, son pari va rapporter. Kofi avance pour finir le combat, levant son pied pour écraser la tête de Kwame. Mais Kwame se relève, lentement, chancelant visiblement, mais il se relève. Il lève les mains en position de garde, son regard toujours focalisé malgré la confusion évidente causée par le coup. La foule devient hystérique, partagée entre admiration et incrédulité. Kofi attaque de nouveau, sentant la victoire proche. Il déchaîne une série de coups puissants, utilisant toute sa force restante. Gauche, droite, gauche, droite. Kwame se défend tant bien que mal, reculant, esquivant de justesse certains coups, en absorbant d'autres. Son visage se transforme en un masque de sang et de contusion. Puis, dans un mouvement que personne n'a vu venir, que Kofi lui-même ne comprend qu'après coup, Kwame change brusquement de direction. Au lieu de continuer à reculer, il plonge bas, très bas, presque au niveau du sol, et frappe Kofi au plexus solaire avec toute la force qu'il peut rassembler. Le coup pénètre profondément dans l'abdomen de Kofi, expulsant tout l'air de ses poumons d'un seul coup. Le vieux guerrier se plie littéralement en deux, le souffle complètement coupé, ses mains agrippant instinctivement son ventre. Kwame ne lui laisse aucun répit. Il enchaîne immédiatement avec un coup de coude descendant sur la nuque de Kofi. Le coup résonne comme un coup de massue sur du bois. Kofi s'effondre face contre terre, soulevant un nuage de poussière. La foule devient absolument hystérique. Les partisans de Kwame, qui étaient silencieux il y a 30 secondes, explosent maintenant de joie. Ceux qui ont misé sur Kofi hurlent de frustration et d'incrédulité. Mais Croft, debout sur sa plateforme, regarde avec un mélange de fascination et d'horreur ce qui se passe ensuite. Kofi se relève. Difficilement, crachant du sang, ses bras tremblants sous l'effort, mais il se relève.
Son visage est un masque de détermination pure, de refus absolu d'accepter la défaite. La foule se tait progressivement, comprenant qu'elle assiste à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est plus un simple combat. C'est une bataille de volonté, un affrontement entre deux forces qui refusent toutes deux de plier. Les deux hommes, maintenant tous deux sérieusement blessés, épuisés au-delà de ce que la plupart des humains pourraient endurer, continuent. Le combat perd progressivement de sa fluidité technique. Les coups deviennent plus lents, moins précis mais non moins déterminés. Ça devient une guerre d'attrition brutale, une question de qui va s'effondrer en premier, de qui possède la volonté la plus forte. 40 minutes après le début, les deux combattants tiennent à peine debout. Leurs corps sont couverts de bleu, de coupures, de sang qui coule de multiples plaies. Leurs visages sont presque méconnaissables, enflés et déformés. Chaque respiration semble une agonie, produisant des sons rauques et sifflants. Mais aucun ne veut abandonner. Aucun ne peut abandonner sans trahir tout ce qu'il est. Kofi, puisant dans des réserves de force qu'il ne savait même pas posséder, rassemble ses dernières énergies pour une charge désespérée. Il se jette sur Kwame et parvient à le saisir dans une prise d'étranglement, ses bras massifs se refermant autour du cou du jeune guerrier. Les deux hommes tombent au sol, roulant dans la poussière rouge qui se colle à leurs corps ensanglantés. Kwame frappe frénétiquement les côtes de Kofi avec ses poings, ses coudes, ses genoux, cherchant désespérément à se libérer de l'étreinte mortelle. Kofi serre de toutes ses forces, ses muscles du bras gonflés par l'effort ultime, ignorant la douleur des coups répétés. Le visage de Kwame commence à bleuir. Sa bouche s'ouvre, cherchant de l'air qui ne vient pas. Ses mouvements se font progressivement plus faibles, moins coordonnés. Ses yeux commencent à se révulser. Croft pense que c'est fini. Kofi a gagné. Son pari va rapporter. La foule crie, hurle, une cacophonie de voix qui se mélange en un rugissement primitif. Puis, dans un dernier sursaut de survie pure, un instinct animal qui dépasse toute technique ou entraînement, Kwame parvient à placer son pouce gauche dans l'œil droit de Kofi et pousse. Fort. Kofi hurle, un cri de douleur absolue qui traverse même le bruit de la foule. Il relâche instantanément sa prise, portant ses mains à son visage. Kwame aspire une énorme goulée d'air, toussant violemment, se dégage, roule sur le côté, se met péniblement à genoux. Kofi, un œil fermé et ensanglant, l'autre larmoyant de douleur, essaie désespérément de se lever. Ses mains cherchent appui dans la poussière. Ses jambes tremblent violemment. Il parvient presque à se mettre debout, mais ses genoux cèdent. Il tombe en avant, s'effondre complètement face dans la poussière. Kwame, titubant comme un homme ivre, se tient au-dessus de lui. Il lève lentement le pied, prêt à frapper la tête de Kofi pour finir définitivement le combat, pour accomplir ce qui avait été convenu. Un combat à mort. La foule entière retient son souffle. Même les cris s'éteignent. Tout le monde attend le coup final. Mais Kwame s'arrête. Son pied reste en l'air, tremblant. Le silence tombe sur l'arène comme un linceul. 400 personnes regardent, suspendues à cet instant. Kwame baisse lentement son pied. Il regarde Kofi, qui gît inconscient dans la poussière, son corps montant et descendant faiblement au rythme de sa respiration laborieuse. Puis Kwame lève les yeux et regarde directement Croft. « Non », dit-il simplement, sa voix rauque et à peine audible, mais portant néanmoins dans le silence absolu. « Assez ». Croft sent la rage monter en lui comme une vague de lave. Le combat devait aller jusqu'à la mort. C'était la règle convenue. C'est ce que Kofi avait exigé. C'est ce que tout le monde attendait. Ce pourquoi ils avaient payé. Le combat continue, hurle Croft depuis sa plateforme. Tu dois le tuer, c'était l'accord. Kwame le fixe avec des yeux qui semblent déjà morts, vidés de toute émotion. Non, je ne suis pas un assassin, je suis un guerrier, il y a une différence. Le combat est fini. La foule commence à gronder, un bruit sourd et dangereux. Certains applaudissent le geste honorable de Kwame, admirant sa compassion même dans la victoire.
Mais beaucoup d'autres, surtout ceux qui ont parié gros, sont furieux. Les paris sont maintenant dans le chaos complet. Qui a gagné? Qui a perdu? Comment déterminer les paiements? Croft descend précipitamment de sa plateforme, fou de rage. Toute sa vision, tout son plan parfait s'effondre à cause de la conscience soudaine d'un guerrier. « Tu as accepté les conditions », crie-t-il en s'approchant de Kwame. « Tu dois le tuer. Finis le combat. » Kwame ne répond même pas. Il tourne simplement le dos à Croft et commence à marcher hors du cercle, chaque pas un effort visible, laissant des traces de sang dans la poussière. C'est alors que Croft commet l'acte qui va sceller son destin et transformer cette journée en tragédie. Dans un mouvement instinctif guidé par la rage, la frustration et la cupidité, il saisit un pistolet à silex à la ceinture d'un de ses gardes qui se tient près de la plateforme et, sans vraiment penser aux conséquences, tire sur Kwame. La détonation résonne comme un coup de tonnerre, amplifié par le silence qui précédait. La fumée du pistolet se disperse lentement dans l'air immobile. Kwame s'arrête net, titube, porte la main à son dos. Quand il la retire, elle est couverte de sang. Il tombe en avant, lentement d'abord, puis s'effondre complètement face contre terre. Le silence qui suit est absolu, total, terrifiant. Pendant 3, 4, 5 secondes, personne ne bouge, personne ne respire. Le temps lui-même semble s'être arrêté, puis l'enfer se déchaîne. Les guerriers qui étaient venus avec Kofi se jettent dans l'arène en hurlant de rage, brandissant leurs lances et leurs machettes. Les partisans de Kwame, choqués et furieux, les suivent immédiatement. En quelques secondes, ce qui était un spectacle organisé devient une mêlée générale, une émeute sanglante, incontrôlable. Des coups de feu éclatent partout. Les gardes de Croft tirent pour essayer de contenir la violence, mais ils sont largement dépassés en nombre. Des lames brillent dans la lumière déclinante du soleil. Des corps tombent. Des cris de rage et de douleur emplissent l'air. Croft, réalisant soudainement l'horreur absolue de ce qu'il a déclenché, tente désespérément de fuir. Mais il est immédiatement happé par la foule en furie. Des mains le saisissent de partout. Il sent des coups pleuvoir sur lui de toutes les directions. Un poing s'écrase contre sa mâchoire. Il sent quelque chose se briser, probablement son nez. Un coup de pied dans les côtes lui coupe le souffle. Il crie, supplie, implore la pitié. « Je suis désolé. C'était un accident. Je ne voulais pas. » Mais sa voix se perd complètement dans le chaos assourdissant. Il tombe, se recroqueville en position fétale alors que les coups continuent. Il ferme les yeux, s'attendant à la mort à chaque instant. La dernière chose qu'il voit avant de perdre conscience, à travers un voile de sang qui coule de son front, c'est le corps de Kwame. Toujours face contre terre dans la poussière rouge, une tache sombre s'élargissant continuellement dans son dos, témoin silencieux de sa propre folie. Quand Alexander Croft reprend conscience, il ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Quelques heures peut-être, peut-être même un jour entier. Il est allongé sur un lit dur dans une cellule, non pas à Fort Wellington, mais dans un fort britannique sur la côte, à 3 jours de marche à travers la forêt. La lumière qui entre par une petite fenêtre barrée lui fait mal aux yeux. Chaque partie de son corps hurle de douleur. Son visage est tellement enflé qu'il peut à peine ouvrir les yeux. Plusieurs de ses côtes sont cassées, rendant chaque respiration atroce. Son bras gauche est dans une attelle rudimentaire. Un officier britannique entre dans la cellule, un capitaine dans la quarantaine avec une moustache soigneusement taillée et un regard de pierre. « Vous avez de la chance d'être vivant », dit-il sèchement. Un détachement de mes soldats patrouillait dans la région. Ils ont entendu les coups de feu et sont arrivés juste à temps pour vous sortir de là avant que la foule ne vous tue. Croft essaie de parler, mais sa mâchoire brisée rend les mots presque impossibles. « Ne parlez pas », ordonne l'officier. « De toute façon, je sais déjà ce qui s'est passé. J'ai interrogé des survivants. Le massacre à Fort Wellington a fait 23 morts et 47 blessés, dont certains mourront probablement de leurs blessures. Le comptoir a été complètement détruit par le feu pendant l'émeute. Tout a brûlé, les bâtiments, les entrepôts, les baraquements, tout. » Croft sent son cœur se serrer, ses registres, son argent caché.
Si vous vous demandez pour vos profits, continue l'officier avec un sourire froid, tout a disparu dans les flammes. Vos coffres enterrés ont été trouvés et vidés pendant le chaos. Il ne reste rien. 3 semaines plus tard, quand Croft peut enfin parler et marcher péniblement, il apprend ce qui est arrivé aux autres. Kwame a survécu. La balle avait pénétré dans le haut de son dos, manquant de peu la colonne vertébrale et les organes vitaux. Il a été transporté dans son village par des partisans qui l'ont sorti du chaos. Des guérisseurs traditionnels l'ont soigné pendant des semaines. La fièvre a failli l'emporter plusieurs fois, mais il a survécu. Cependant, personne ne l'a jamais revu après sa convalescence. Il a complètement disparu, retournant dans l'intérieur profond des terres, loin de tout contact avec les Européens. Des rumeurs circulent. Certains disent qu'il a traversé des centaines de kilomètres vers l'est, qu'il a fondé un nouveau village dans une région inexplorée. D'autres prétendent qu'il a rejoint une armée tribale dans une région en guerre. Personne ne sait vraiment. Kwame est devenu un fantôme, une légende. Kofi a également survécu, bien que gravement blessé. Ses hommes l'ont ramené dans son village pendant le chaos. Son œil blessé ne s'est jamais complètement remis, le laissant partiellement aveugle du côté droit pour le reste de sa vie. Les fusils et les marchandises promis ne lui ont évidemment jamais été livrés. Il est retourné à sa vie de chef de village, mais diminué, marqué à jamais par ce combat qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Croft est finalement transféré vers la capitale côtière et jugé par une cour militaire britannique en septembre 1842. Les accusations sont multiples et graves. Organisation de combats illégaux, détournement de fonds de la Compagnie royale d'Afrique, mise en danger de sujets britanniques, déclenchement d'une émeute ayant causé de nombreuses morts, tentative de meurtre. Mais le procès est étrangement bâclé, expédié en moins d'une semaine. L'Empire britannique est profondément embarrassé par toute l'affaire. Reconnaître officiellement ce qui s'est passé à Fort Wellington signifierait admettre que ses représentants coloniaux se livraient à des activités barbares, que le contrôle impérial n'existe que sur le papier, que la sauvagerie règne dans ces territoires lointains. Les témoins sont étonnamment peu nombreux. Beaucoup de ceux qui ont assisté au combat ont fui la région, craignant des représailles. D'autres sont morts pendant l'émeute. Certains refusent simplement de témoigner. Les preuves matérielles ont brûlé avec Fort Wellington. Croft est condamné à 15 ans de prison et à la confiscation de tous ses biens restants. Mais la sentence est remarquablement légère par rapport à ce qu'elle aurait dû être pour les crimes commis. Il y a eu 23 morts, après tout. En Angleterre, il aurait été pendu. On lui permet de purger sa peine en Angleterre plutôt qu'en Afrique, officiellement pour des raisons médicales étant donné ses blessures, mais en réalité, pour l'éloigner rapidement et discrètement de la région. Il est transféré en novembre 1842 vers une prison de Bristol, sa ville natale, une ironie cruelle du destin. Il y reste exactement 7 ans avant d'être libéré en 1849 pour bonne conduite. À sa sortie, c'est un homme complètement brisé. Il a 40 ans mais en paraît facilement 60. Sa santé est ruinée. Ses cheveux, autrefois bruns, sont maintenant complètement blancs. Il tremble constamment, un tic nerveux qu'il ne peut contrôler. Son regard est vide, hanté. Il essaie de reconstruire une vie. Son frère, par charité chrétienne plus que par affection, lui trouve un emploi de comptable dans un petit commerce de textile. Croft habite une chambre minable dans un quartier ouvrier, gagne à peine de quoi manger, vit dans un anonymat complet. Les quelques personnes qui connaissent son histoire le fuient, mais les cauchemars ne le quittent jamais. Chaque nuit, parfois plusieurs fois par nuit, il se réveille en hurlant, trempé de sueur. Il revoit le combat dans tous ses détails, il entend les cris de la foule, il sent le poids du pistolet dans sa main. Il voit Kwame tomber, encore et encore. Il sent les coups de la foule en furie qui le frappent. Parfois, dans ses cauchemars, il ne le laisse pas vivre. Il continue de le frapper jusqu'à ce qu'il meure. Il commence à boire, du gin bon marché qui brûle la gorge. Ça l'aide à dormir, mais les cauchemars sont encore pires quand l'alcool trouble son esprit. En mars 1853, la logeuse de Croft, une veuve âgée,
Remarque qu'il n'est pas descendu pour le petit déjeuner. Elle monte frapper à sa porte. Pas de réponse. Elle entre avec son pince et trouve Alexander Croft pendu à une poutre du plafond, une chaise renversée à ses pieds. Il a 42 ans. Sur la table soigneusement pliée se trouve une lettre adressée au coroner. Une seule phrase écrite d'une main tremblante. « Je les entends encore combattre ». L'enquête du coroner conclut au suicide par pendaison. Croft est enterré dans une tombe anonyme du cimetière public de Bristol, sans pierre tombale, sans cérémonie. Personne n'assiste à l'enterrement à part le fossoyeur et un prêtre qui récite les prières habituelles sans conviction. Les autorités britanniques ont fait leur possible pour enterrer l'affaire aussi complètement qu'elles ont enterré Croft. Les rapports officiels sur Fort Wellington mentionnent seulement un incident regrettable survenu en août 1842 ayant conduit à la fermeture temporaire du comptoir. Le nom de Croft a été systématiquement effacé ou noirci dans tous les documents administratifs accessibles au public. Les registres détaillés du procès ont été classés confidentiels et enterrés dans les archives du ministère colonial. Le site de Fort Wellington lui-même n'a jamais été reconstruit. La Compagnie royale d'Afrique a décidé qu'il n'était pas rentable de réinvestir dans un lieu associé à tant de violence. Le site est retourné progressivement à la forêt. En quelques années, la végétation a tout recouvert, mais les histoires circulent toujours. Dans les ports d'Afrique de l'Ouest, dans les tavernes fréquentées par les marchands et les marins, dans les villages de l'intérieur, on raconte encore l'histoire de l'homme blanc fou qui a organisé des combats à mort et qui a fini par détruire tout ce qu'il avait construit par sa propre cupidité et sa folie. Les détails varient selon qui raconte l'histoire. Ils s'embellissent avec le temps, se déforment, deviennent plus grands que nature. Certaines versions parlent de combats entre des dizaines d'hommes simultanément, d'arènes gigantesques pouvant accueillir des milliers de spectateurs, de paris impliquant des fortunes royales. D'autres versions transforment Kwame et Kofi en géants mythologiques, capables de combattre pendant des jours entiers sans repos. Kwame, lui, est devenu une véritable légende dans certaines régions. On raconte qu'il n'a jamais vraiment quitté la forêt, qu'il vit encore quelque part dans l'intérieur profond. Un vieil homme maintenant si c'est vrai, mais que ses yeux gardent encore cette intensité mortelle, ce regard qui ne scie jamais. Des jeunes guerriers prétendent l'avoir rencontré, avoir reçu son enseignement sur l'art du combat et l'honneur du guerrier. Impossible de savoir si ces histoires sont vraies ou simplement des fantasmes. Kofi est retourné à son village et y a vécu jusqu'à un âge très avancé, respecté comme un sage et un chef. À sa mort, vers 1870, il était devenu une figure paternelle pour toute sa communauté. Mais ceux qui l'ont bien connu disent qu'il ne parlait jamais du combat contre Kwame. Jamais. C'était le seul sujet sur lequel il gardait un silence absolu. Une seule fois, près de la toute fin de sa vie, alors qu'il sentait la mort approcher, il aurait murmuré à un de ses petits-fils qui s'occupait de lui. « J'ai affronté le meilleur guerrier que j'ai jamais rencontré. Nous étions égaux. Aucun de nous n'a vraiment gagné. Aucun n'a vraiment perdu. C'est tout ce qu'un guerrier peut demander dans sa vie, rencontrer un égal. » Le site de Fort Wellington existe toujours techniquement. Si vous connaissiez l'histoire, si vous aviez accès aux vieux registres de navigation et aux cartes coloniales, si vous remontiez le fleuve depuis la côte pendant environ 15 kilomètres, vous pourriez théoriquement trouver l'endroit. Aujourd'hui, c'est simplement une clairière envahie par la végétation tropicale. Des arbres immenses ont poussé là où se trouvaient les bâtiments. Si vous cherchiez attentivement, fouillant sous la couche de feuilles mortes et de terre, vous pourriez encore trouver quelques traces. Des fondations de pierre recouvertes de mousse, des morceaux de bois pourris que le temps n'a pas encore complètement détruits, peut-être quelques objets métalliques rongés par la rouille. Et au centre, là où se trouvait l'arène, là où Kwame et Kofi se sont affrontés dans le combat le plus brutal jamais organisé dans cette région, le sol est toujours légèrement différent. Plus rouge que le sol environnant. Plus stérile aussi, comme si rien ne voulait vraiment y pousser.
Les habitants de la région, les descendants de ceux qui ont assisté au massacre ou qui en ont entendu parler, évitent généralement l'endroit. Ils disent que c'est maudit, que les esprits des morts y errent encore, que parfois, la nuit, on peut entendre des sons étranges venant de la clairière, des cris, des bruits de combat, des voix qui encouragent et qui hurlent. C'est probablement juste le vent dans les arbres, le cri des animaux nocturnes, peut-être des singes qui se battent dans la canopée, l'imagination qui joue des tours dans l'obscurité tropicale. Probablement. Mais les gens évitent quand même l'endroit, par précaution, par respect pour les morts. Ou peut-être parce qu'au fond, une partie d'eux se demande si les histoires ne contiennent pas un grain de vérité. Vous croyez que tout a vraiment été révélé? Que l'histoire s'arrête vraiment là avec la mort de Croft et la disparition de Kwame? Les archives britanniques du ministère colonial contiennent encore aujourd'hui des centaines de documents classifiés sur les activités coloniales de cette époque. Des rapports marqués confidentiels que personne n'a consultés depuis plus d'un siècle. Combien d'autres histoires comme celle d'Alexander Croft et de ses combats mortels attendent d'être découvertes, cachées dans des archives poussiéreuses? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il est vraiment arrivé à Kwame après sa disparition. A-t-il vraiment survécu? Vit-il encore quelque part dans la forêt comme le prétendent les légendes? Ou l'histoire cache-t-elle quelque chose de plus sombre encore? Abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces histoires oubliées que l'Empire britannique a tenté d'effacer de l'histoire officielle, et partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les mystères historiques les plus sombres et les plus troublants. Parce que la vérité, quand on la trouve enfin dans les archives poussiéreuses et les documents à moitié brûlés, est souvent bien plus terrifiante et bien plus fascinante que n'importe quelle fiction que nous pourrions inventer.